Chers amis auditeurs, bonjour. Vous êtes sur Tokyo Radio avec votre hôte Boris Pierre. Et aujourd'hui, nous recevons Philomène Rémy. Donc, Philomène est un grand reporter. Et vous le savez, le reportage, le documentaire, le journalisme, ça fait partie des métiers qui me fascinent. Et tout comme celui de Véronique de Viguerie ou de Charles Comiti que nous avons reçu récemment. Philomène va nous raconter plein de choses sur son métier, son parcours, les médias, l'information. Et nous avons aussi un point commun qu'on va évoquer. Philomène, bonjour, bienvenue sur Tokyo Radio. Bonjour Boris. Je suis ravi de te recevoir. Merci, je suis ravie d'être là. Si on commençait par ce point en commun peut-être. Les Vosges. Les Vosges, absolument, absolument. Quand j'ai vu ton compte Insta, j'ai tout de suite tilté. Je me dis, mais c'est les Vosges, ça. Exactement, et c'est un point très important. Je suis très très fière de mes origines que je revendique haut et fort dans mon métier. Donc tu es Gérardmoise. Géromoise. Géromoise. Exactement, oui. Et toi ? Alors moi, c'est Plancher-les-Mines. À vol d'oiseau, c'est pas très loin. Hein. Bon, il y a quelques collines à franchir. Mais, c'est tout près. Et j'adore. L'été, l'hiver, les Vosges, c'est magnifique, c'est sauvage. Faut pas trop le dire, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde. Hein. C'est vrai. Non, enfin, on peut le dire un peu quand même. Parce peu, oui. Moi, mes parents et mon frère, ils ont un hôtel là-bas. Il faut quand même qu'il y ait des gens oui. qui y aillent, mais pas trop, effectivement. On peut dire quel hôtel hein. Oui, on peut dire quel hôtel, le Grand Hôtel. Le Grand Hôtel, en plein cœur de Gérardmer. Exactement. Tu dis Gérardmer ou Gérardmer, toi ? On dit Gérardmer. Ouais, c'est les touristes qui disent Gérardmer. Moi, je suis un touriste, alors. Et non, et ça a eu... d'ailleurs, c'est le point de départ de ma carrière, parce qu'il y a un festival du film fantastique là-bas, depuis plusieurs années. Fameux festival. Voilà. Et un jour, j'ai rencontré, j'avais une dizaine d'années, un grand monsieur du journalisme qui s'appelle François Chalet, et qui a couvert notamment la guerre du Vietnam, qui après a été intervieweur de stars pour Paris Match. Il y a un prix du jeune reporter François Chalet au Festival de Cannes. Un grand monsieur. Mais attends, j'ai loupé un épisode là, tu m'as dit à 10 ans ? Oui, à 10 ans. D'accord. Et en fait, on s'est liés d'amitié tous les deux. Il a commencé à me raconter ses aventures pendant la guerre du Vietnam. J'ai trouvé ça fascinant. Et on avait une passion commune pour le Munster au cumin. Donc, quand je sortais de l'école à 16h30, ce grand monsieur arrêtait toutes ses interviews et disait « Non, là, c'est mon moment avec la petite Philomène ». Et donc, il me racontait toutes ces histoires et je le regardais avec des grands yeux. Et lorsqu'il est parti de l'hôtel, ça a duré 5 jours, le festival, il a dit à mon père « Je suis désolé, je pense que Philo a chopé le virus, je pense qu'elle deviendra grand reporter ». Voilà. Et c'était le point de départ. Le point de départ. 10 ans. Comment tu pouvais te passionner par le journalisme à 10 ans ? Qu'est-ce qui t'a... C'est quoi Je sais pas. T'arrives une intuition. À retranscrire cette... Une intuition, des vibrations. Je sais pas que ça résonnait en fait en moi et je savais que... Je sais pas, mais c'est assez étrange parce que j'ai pas de journaliste dans la famille. Je sais pas, quand il a commencé à me raconter tout ça, j'étais plutôt hôtelier, restaurateur. Exactement. J'étais certaine que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Alors après, comme j'ai grandi, comme je l'ai dit, dans les Vosges, on n'avait pas vraiment de contact dans le journalisme. Je me suis dit que les Vosges c'était loin de Paris. Enfin, je me suis un peu découragée. Oui, parce que là-bas, à part les DNA, Vosges Matin... Il y a l'Est républicain. L'Est républicain. Mais j'ai fait une école de commerce et j'ai fait 2 ans dans la finance à Londres. Et bon, ça m'a pas convaincue du tout. Et il se trouve que j'ai été malade, très jeune, j'ai eu un cancer. Et je me suis dit que si jamais je m'en sortais, j'avais envie de faire ce dont j'avais toujours rêvé, du journalisme en fait. Et donc, je me suis inscrite à un master de journalisme à Londres. Et après, j'ai fait mes premiers pas donc chez Channel 4, qui est un petit peu le France 2 au Royaume-Uni. Voilà. Un parcours en zigzag. En zigzag, mais attends, je suis impressionné quand même parce que ça a l'air de glisser tout seul, tout ça.
Alors que non, quoi. Au départ, tu as juste 10 ans. Après, t'oublies un peu, ou peut-être tes parents n'étaient pas trop convaincus, tu pars sur la finance. À Londres, je résume quand même. Mm. Après, tu as un cancer très jeune, assez Mm. grave quand même. Ouais, ouais. Et Et cette relance sur le journalisme, c'est en zigzag et c'est en montagne russe aussi, là. ouais, c'est en montagne russe, mais moi je dis souvent que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que ça m'a fait réfléchir à ce que je voulais vraiment dans ma vie, en fait. Et Une épreuve qui a duré combien de temps? une épreuve qui a duré à peu près 1 an, mais ça m'a, voilà, ça m'a recentré. Et, c'est important parfois de faire des pauses et de redéfinir, je pense, ce qui est vraiment essentiel dans sa vie. Il vaut mieux que ça arrive trop tôt que trop tard. C'est sûr, c'est sûr. Et donc là, quand tu commences le journalisme, t'as quel âge? J'ai j'ai 26 ans, je crois. Oui, c'est ça à peu près. 26 ans. Et en fait, je vais d'abord enchaîner les stages, hein, parce que de toute façon, tout le monde dans ce métier doit commencer par des stages. Et moi, particulièrement plus que les autres, parce que j'avais du retard, j'avais pas d'expérience dans le journalisme, contrairement à ce que j'avais prétendu pour intégrer ce super master. Hein, il faut quand même le préciser. Je m'étais un peu inventé un stage chez France 3 dans une Oui, France on l'a 3, tous fait, ça. en me disant bon, de toute façon, ils parlent anglais, personne va parler anglais là où ils vont appeler, bon, ils pourront pas vérifier. Après, dans un magazine de montgolfière, enfin. Tu avais déjà les fibres du journalisme, parce qu'il faut être audacieux pour le faire. Je revois la directrice de master me dire Hot Air Balloons. J'ai dit oui, pourquoi pas les montgolfières, Hot Air Balloons. Et donc j'ai fait plein de stages. Et puis, en fait, il faut avoir envie dans ce métier. Donc, au départ, je me rappelle, il y a le patron de l'AFP à Londres qui vient nous faire un talk à l'école. Et donc, je lui dis, il faut absolument que vous me preniez en stage. Et il me dit, mais je peux pas, j'ai pas de place, tout est plein. Et je l'ai appelé toutes les semaines jusqu'à ce qu'il soit en vacances avec sa femme et qu'il me dise, bon, j'en ai ras-le-bol, Philomène. C'est bon, vous avez un stage à l'AFP. Donc, j'ai enchaîné les stages et après, je commence à Channel 4. Et à Channel 4, eh bien, comment dire, mon rédacteur en chef se moquait tout le temps de moi. Il m'appelait le souricate parce que je levais comme ça la tête dès que j'entendais parler d'un sujet à l'international. Et il me disait non, tu n'iras pas sur un terrain de guerre, t'es trop jeune, non, non, non. J'adore l'image du suricate. J'adore les suricates. Moi aussi. Et en fait, en 2013, il se trouve que François Hollande, il y a la guerre au Mali, en janvier 2013. Et là, mon rédacteur en chef me dit « Ok, t'es la seule française de la rédac. Si on veut un embed avec l'armée, un embed, c'est quand les journalistes sont vraiment intégrés en reportage avec l'armée, il faut qu'on t'emmène en reportage. Il faut que ce soit toi, donc, mais je vais pas être la reporter, parce que je suis trop jeune, donc je suis producer. Producer, c'est la petite main c'est la moitié du... C'est pas la petite main d'ailleurs, c'est la moitié du reporter. C'est un métier qui n'existe pas trop en France. C'est plutôt dans les chaînes anglo-saxonnes. Et en fait, c'est quelqu'un qui va aider le reporter dans les choix éditoriaux, qui va faire toutes les recherches de sujets avec lui. En fait, en plus du fixeur, il y a un produceur. Et donc, c'est recouper les informations, l'aider dans l'écriture du reportage, l'aider dans les informations qu'il va dire en direct. Enfin, c'est un métier qui est hyper formateur. Et comme on n'est pas devant la caméra, le produceur, il est quand même dans l'ombre. C'est moins stressant quand on débute. Donc ça se passe hyper bien. C'est une mission complètement rocambolesque, cette première mission au Mali. L'excitation totale, j'imagine, de Ouais, repartir là. l'inconnu. Moi, je me disais, mais comment c'est d'atterrir dans un pays en guerre? Est-ce qu'il y aura des bombes partout, comme dans les films d'action? Moi, j'avais des pensées très naïves. Hein. On ne sait pas à quoi s'attendre parfois. Il y avait plein de choses qui me traversaient l'esprit quand j'étais dans l'avion. Et en fait, on va, grâce à des contacts, on va arriver, au contact d'un contact, on va arriver assez vite dans le nord du Mali, à Gao. Et en fait, on va passer devant plein d'autres chaînes grâce à quelqu'un qui est dans l'armée malienne qui va pas mal nous aider. On va arriver en même temps que France 2. Et donc, France 24 me demande de faire des directs pour eux. Et moi, je dis, bah non, je peux pas, je travaille pour Channel 4, je raccroche. Et en fait, la super grand reporter de Channel 4 me dit « Mais t'es complètement folle, c'est ta chance. Bien sûr que si, tu vas faire ces directs. » Et en fait, c'était
en fait, c'est assez génial parce que je suis pas sûre qu'en France, il y ait beaucoup de gens qui auraient fait ça. Je trouve ça très anglo-saxon de faire une passe comme ça. En plus, il y a un côté passe entre femmes. Puisqu'elle aurait pu dire, c'est vrai, tu travailles pour Channel 4 et un point, c'est tout. Et en fait, non, elle s'est pas contentée de me dire, tu peux faire ce direct pour France 24. Je lui ai dit, moi, j'ai fait un master de presse écrite, je sais pas comment on fait des directs. Et elle m'a dit, je vais te former, je vais t'apprendre, t'inquiète pas, on va le faire ensemble, ce direct. Et donc j'avais tellement peur, je me rappelle que c'est le caméraman de Channel 4 qui l'a filmé, que j'ai commencé le direct à un certain point et qu'en fait je marchais en crabe et qui m'a dit si j'avais pas tourné la caméra tout du long de ton direct, tu voulais sortir du champ, comme je veux sortir du micro actuellement. Tellement j'étais terrorisée. Et en fait, ça s'est super bien passé. J'ai survécu. Et après, il y a eu. En fait, après, ça s'est tellement bien passé que Channel 4, au bout de 3 semaines, ils sont rentrés à Londres. Et elle m'a dit reste, France 24 veut encore faire des trucs avec toi. Je te laisse de l'argent en cash, en dollars que tu ramèneras à la rédaction à Londres. Ton gilet pare-balles ne meurt pas. Et j'expliquerai tout ça au rédacteur en chef. Tranquille. Et je sais pas si ça se ferait encore maintenant, parce que après j'ai croisé un mec de France 2, un super journaliste, Gérard Grisbeck, qui me dit mais du coup la philo t'es assurée par qui? Par France 24 ou par Channel 4? Je lui dis j'en ai pas la moindre idée. Il m'a dit ah oui, t'es complètement timbré toi en fait. Voilà. C'était le début. Donc il n'y avait plus aucun doute, t'étais vraiment faite pour ce métier-là. Ouais, pendant cette mission, j'avais des yeux tout écarquillés. Petite, t'étais déjà intrépide hein, comme ça? Alors, je paraissais faussement sage, on va dire, mais en fait, j'étais un peu Alors, le intrépide. master au cumin, oui. On peut dire. mais j'ai toujours été un peu intrépide et très débrouillarde, en tout cas. Mais pendant cette mission au Mali, je me rappelle m'être dit oh, c'est fou, on est payé pour faire ce métier. En fait, j'en revenais pas. Ouais. J'ai trouvé ça passionnant. Il y a des moments très durs, évidemment, mais parfois, j'ai encore du mal à me dire que j'ai tellement de chance, que je suis payée pour faire ce métier. Il faut pas trop le dire, parce que après, on va se dire qu'on peut mal nous payer, payer au lance-pierre. Mais voilà, en tout cas, moi, ça me... Ce qui arrive aussi. Et ce qui arrive aussi, et ce qui est fréquent dans notre métier. Mais c'est quand même un très joli métier. Et de ce fait, t'es resté combien de temps au Mali? Je suis restée 5 semaines, parce que je suis restée 3 semaines avec Channel 4. Et après, pour France 24, pendant une dizaine de jours, je crois, ouais, c'est ça. C'était long, mais en fait, c'est passé hyper vite. Moi, j'avais pas le temps long, non. Il y a eu plein d'aventures. Il y a eu François Hollande qui est arrivé à Tombouctou. Il y avait, il y a eu. Et puis, je me rappelle encore de la chair de poule que j'ai eue quand j'ai débarqué dans Tombouctou, en fait. C'était assez fou comme moment. Et là, après, tu reviens, mais tu reviens pas à Londres, hein, tu reviens à Paris. Si, je reviens à Londres quand même. Mais je vais osciller entre France 24 en tant que reporter et Channel 4 en tant que producteur. Et au bout d'un moment, donc je vais retourner en Centrafrique avec Channel 4. Ça, c'était une mission aussi très éprouvante. Il y a eu beaucoup de violence pendant cette mission en Centrafrique. Et en fait, après, je reviens en France définitivement. Enfin, non, pas définitivement. Avec moi, rien n'est définitif de toute façon. Je reviens en France et là, je vais me mettre à travailler à plein temps pour la chaîne d'information de Canal qui, à l'époque, s'appelait iTélé. Et attention, c'était iTélé et pas CNews parce que ce sont deux chaînes très différentes aujourd'hui. Et donc voilà. Et donc, en fait, pour iTélé, je vais parcourir le monde et c'était... dès qu'il se passe quelque chose, un attentat, un tremblement de terre, une épidémie, une guerre, je suis envoyée là-bas, sur place. Donc je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup apprendre grâce à cette chaîne. Et puis, il y avait une équipe formidable, une ambiance formidable. Et puis un jour, on connaît la suite de l'histoire. Quelqu'un rachète... notre chaîne et il y a une grève collective et je décide de démissionner. Et là, je pars en Inde parce que je veux apprendre à faire des documentaires. Et moi, là, quelqu'un, on peut dire qui? Ah bah oui, on peut dire Bolloré, bien sûr. Voilà, ouais. N'ayons pas peur des mots. Et non, surtout celui-ci. Voilà. Et non, je pense que il faut pas avoir peur de le dire. Et en fait, moi, j'avais envie d'apprendre à faire des documentaires. Et finalement, là, j'ai
appris déjà de manière assez autodidacte à parler devant une caméra, à être reporter, à faire des sujets courts, mais j'avais envie de faire des sujets plus longs. Et je pars pour une société de production qui s'appelle Babel et France 24 pour diriger le bureau Asie du Sud-Est basé à Delhi. Et j'avais dit à la patronne de Babel, à Stéphanie, oh, je suis pas très attirée par l'Inde, moi je suis plus Afrique, Proche-Orient, Moyen-Orient. Je pense que je vais rester 3 mois. Et en T'es fait, resté 4 ans. je suis restée 3 ans. 3 ans. Ouais, j'ai adoré cette expérience. J'ai presque appris ton parcours par cœur. Ah oui, donc en fait, tu fais l'air surpris, mais en fait, tu le connais, mon parcours. D'accord. Pour une fois, je me suis préparé. Et donc, oui, donc non, j'ai été fascinée par cette expérience en Inde. En fait, Delhi, c'est pas facile à vivre quand même. Non, ah non, Delhi, c'est le chaos, Delhi et l'Inde en général, moi, j'appelle ça une essoreuse d'âme, tellement c'est intense. On rentre chez soi le soir, il y a vraiment ce truc où on ferme la porte et on se dit waouh, j'ai survécu à cette journée, une journée de plus, quoi. Mais en même temps, moi, j'aime bien le chaos aussi. Donc, le matin. Mais chaque journée est une bataille, quoi. Vraiment, hein. On sort de son lit et on se dit, allez, ça va être. C'est une bataille avec le quotidien. T'as même pas commencé un truc, t'es déjà dans la bataille. Non, mais c'est ça. Donc, on est dans son tuk-tuk le matin, là, de la tête au milieu des klaxons, des embouteillages, de la pollution. Mais je sais pas, il y a cette espèce de sentiment de liberté, et puis c'est un pays qui est très dur, bien sûr, évidemment c'est très dur, il y a le système des castes, il y a la pauvreté, là. Enfin, c'est indéniable, et en même temps, parfois il y a une sorte de beauté, genre indescriptible. Quand on voit des gens qui vivent sous les ponts, qu'on est en train de passer avec son tuk-tuk pour aller au travail, mais qu'en même temps, ces femmes, elles sont en train de se mettre de l'huile dans les cheveux et qu'elles se mettent délicatement une fleur dans les cheveux alors qu'elles vivent sous un pont et qu'on se dit waouh, il y a cette lumière absolument magnifique. Je sais pas, il y a une sorte d'ambivalence, beauté, dureté en permanence là-bas qui m'a totalement absorbée. Ouais, une beauté dans la misère. Ouais, bah c'est un peu horrible de dire ça, mais oui. Une fois, on m'a fait une remarque. Comment est-ce qu'on peut prendre des belles photos sur un terrain de guerre? Mais si, quoi. La beauté existe partout. Même au plus profond de la misère et de la guerre. Exactement. Et heureusement. Oui. Et il y a différentes formes de beauté. Différentes formes de beauté, oui. Et là, à Delhi, c'est quand même des grosses responsabilités que tu as aussi géré un bureau. Ouais, gérer un bureau. C'est pas rien. C'est vrai, non, c'était pas rien. Et surtout que je m'étais pas trop préparée pour ça. Non, c'est beaucoup de responsabilités. Il y avait une équipe. Dans l'équipe, il y avait des Français, des Indiens. Et il faut quand même être honnête, les hommes indiens ont un peu de mal à être dirigés par des femmes, en règle générale, et des femmes étrangères aussi. Donc c'était un beau challenge. Et puis... C'est la première fois que tu étais confronté au machisme ou au paternalisme non, c'est pas pesant. la première fois. Non, bien sûr que non. Mais c'était la première fois où c'était de manière aussi frontale, je pense. Parce que j'y ai été confrontée dans la finance à Londres, dans plein de moments de ma vie. Mais là, c'était plus frontal, on va dire, parce que vraiment, il me regardait en souriant et en me disant « je m'en fiche complètement de ce que tu me racontes », et ça, c'est assez déstabilisant quand même. Voilà, mais bon, je suis quelqu'un qui est plutôt combatif et qui me relève de mes échecs, donc c'est pas très grave. Et la vie à Delhi, la nourriture, tout, t'as réussi à t'acclimater quand même? Il n'y avait pas de mince terre au cumin, c'était pas facile. Ah ouais. Non, j'ai eu un vrai manque de fromage, on va pas se mentir. C'est chaud là. Mais non, je suis quelqu'un qui m'adapte plutôt bien, même si je suis pas très nourriture très épicée, donc c'est plutôt fâcheux quand on habite à Delhi. Mais je suis quelqu'un qui sait m'adapter, donc pas de problème. Génial, super expérience. Ouais, vraiment. C'était une expérience formidable. Dis-moi, quelle différence tu fais
Quelle différence entre le journalisme et un grand reporter? Un journaliste et un grand reporter. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Enfin, c'est-à-dire qu'un grand reporter... Non, parce que sur ton profil LinkedIn, toi, j'ai tout balayé. Hein. Il y a... Parfois c'est journalisme et parfois c'est grand reporter. Alors, c'était journaliste avant de devenir grand reporter. En fait, grand reporter, c'est un titre. C'est un titre qu'on acquiert avec des années d'expérience. D'accord. Avec des années d'expérience sur des terrains difficiles. Donc j'ai commencé journaliste, parce qu'en fait un grand reporter est un journaliste, mais un journaliste avec plus d'expérience. D'accord, ok. Et c'est un titre... C'est pas une différence de métier. Non, enfin c'est une différence de titre en fait. Il y a journaliste, voilà, et c'est quelque chose qui vient avec les années et les expériences. Et c'est un titre pour lequel je me suis battue, malgré le fait que j'avais l'expérience. On m'a dit, ah, ça va, tu pars sur tous les terrains de guerre. Pourquoi tu as besoin de ce titre? Mais parce que c'est le titre qui me revient, venant de chefs qui eux-mêmes l'avaient. J'ai dit, bah, toi tu Bien l'as, entendu. donc je vois pas pourquoi je l'aurais pas. Et un titre pour lequel il faut continuer de se battre encore maintenant. Donc voilà, oui, j'en suis fière. Tu peux. Et je l'ai mérité. Et tu l'as mérité, absolument. Bien oui. J'avais aussi une question. Non, pas une question. En fait, un sujet qui me tient à cœur et dont on avait parlé avec Charles Comiti, donc bien sûr l'Ukraine. Okay. Et tu as reçu un prix pour un documentaire sur les enfants ukrainiens qui ont été déportés ou arrachés de leur pays par l'armée russe. Exactement, ouais. Pourquoi ce sujet-là en particulier? Est-ce que tu as choisi ce sujet? Est-ce que c'est un sujet qu'on t'a proposé? Comment ça se passe? Alors, à travers ce sujet-là, comment ça se passe? Le choix des sujets que l'on va traiter, parce qu'ils sont si nombreux. Ouais, alors... Est-ce en fonction de ta sensibilité? Est-ce en fonction de choix rédactionnels? Comment ça se passe? Alors, pour ce sujet, en fait, je me rappelle très bien. C'était en août 2022. J'ai lu une tribune dans le monde d'intellectuels et d'écrivains ukrainiens qui parlait justement de déportation d'enfants ukrainiens. Et là, je me suis dit, déportation à notre époque, enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, cette tribune, elle était passée quasiment inaperçue. Et moi, je commençais là, à travailler pour une nouvelle émission. Enfin, j'avais rejoint une émission de reportage et de documentaire qui s'appelle Ligne Rouge. Et donc, dès que je suis arrivée là-bas, je leur ai dit, mais il y a ce sujet qui me hante. Enfin, j'ai lu cette tribune pendant l'été. Oh, ok, fais des recherches. Donc, c'est un sujet que j'ai proposé. Et en fait, de Paris, j'arrivais pas à enquêter sur ce sujet. Mais cette idée, elle était restée dans ma tête. Donc, entre-temps, on arrive déjà au mois de décembre. Et je vais accepter une mission news pour cette même chaîne, BFM, en me disant, de toute façon, si j'accepte cette mission news, c'est avec une seule idée en tête, celle d'aller enquêter en réalité sur le sujet de documentaire que j'ai envie de faire, sur la déportation des enfants ukrainiens. Et en fait, c'est pas grave, maintenant on peut le dire, je suis arrivée là-bas et Maline la philo. Je suis arrivée là-bas et j'ai dit à l'équipe et à la fixeuse, qui a un contact très important sur place, j'y reviendrai après, je leur ai dit, en fait, les reportages news, on va faire le strict minimum parce qu'en réalité, c'est ce sujet-là qui m'intéresse et on va enquêter là-dessus. Est-ce que ça vous dit? Mais en revanche, on va devoir le faire en parallèle, en plus des sujets news. Et ils m'ont tous dit, ok, c'est bon. Donc on n'a même pas dormi la nuit. On s'est relayé pour conduire, pour traverser l'Ukraine. Parce pour faire ce reportage, en si peu de temps, on a dû parcourir beaucoup de kilomètres. Merci. On me sert un verre d'eau parce que j'ai un chat dans la gorge. Et en fait... Et puis ces kilomètres en voiture, en temps de guerre. En temps de guerre. C'est pas tranquille, quoi. Non, et le sujet était difficile en fait parce que la fixeuse, qui est donc cette personne essentielle dans une équipe, ça va être donc quelqu'un qui vient du pays là où on se rend, qui va nous aider pour les traductions, mais pas seulement en fait. C'est pas juste un traducteur. C'est
c'est un producer. C'est le métier que je faisais un peu quand j'ai commencé pour Channel 4. C'est quelqu'un qui va faire des propositions éditoriales, qui a des contacts, qui va énormément nous aider. Et donc, elle me dit, il y a plein de réalisateurs qui ont voulu enquêter sur ce sujet-là avant toi, mais c'était trop compliqué, tout le monde a abandonné. Je lui dis, ok, ben nous, on va pas abandonner. Ça, c'est une raison de plus pourquoi tu continues. En fait, si je commence à te découvrir. Et en fait, on a réussi, en allant à Kherson, à rencontrer des parents qui, comme tu l'as dit, en fait, ils ont eu un système absolument diabolique, les Russes, c'est qu'ils ont procédé de plusieurs manières différentes pour ces déportations, ce transfert forcé d'enfants. Ils sont allés parfois directement dans des orphelinats. Ils sont allés parfois dans des maisons où des enfants sont placés, mais des enfants qui ont encore leurs parents vivants. Et on a rencontré là-bas aussi un directeur d'orphelinat absolument incroyable qui, lui, avait senti que les Russes allaient venir et qui s'est débrouillé pour cacher tous ces enfants par petits groupes dans la ville, enfin, qui a élaboré tout un procédé. Et en fait, on voit les Russes armés venir sur les vidéos de surveillance de l'école, ce qui prouve en fait le caractère, on va dire, organisé du crime et répété. Donc cette vidéo a été très très importante dans le reportage. Et on a des parents, donc, et l'autre système que les Russes ont utilisé, c'est d'aller voir des parents, souvent de familles très modestes, et de leur dire, bon, ça fait des mois que vos enfants vivent sous les bombes, on vous propose de les envoyer en colonie de vacances, en Crimée, tout frais payé, ne vous inquiétez pas, dans 2 semaines, on vous les ramène. Et en fait, ce qui était terrible quand on est arrivé là-bas, c'est que déjà, il y avait une espèce d'ambiance dans la ville de Kherson, venait d'être reprise par l'armée ukrainienne. Il y avait un peu une ambiance de collabo, de chasse. Chaque personne se disait, est-ce que ton voisin a collaboré avec les Russes ou pas? Et en fait, ces parents qui avaient accepté d'envoyer leurs enfants en colonie de vacances, ils n'ont pas osé le dire d'abord aux autorités ukrainiennes, en se disant, mais comment est-ce qu'on a pu faire un truc pareil? Les gens vont pas nous croire, enfin, les gens vont pas comprendre. Et en fait, ce qu'ils nous ont dit aussi, c'est ils se sont dit, mais si notre ville reste sous occupation russe pendant des années, pourquoi est-ce qu'on n'enverrait pas nos enfants en vacances? Mais il y avait un sentiment de honte, en plus de ce sentiment de tristesse absolument et de culpabilité terrible d'avoir envoyé leurs enfants là-bas. Et donc, finalement, on a réussi à faire ce documentaire. Et avec l'aide aussi d'un journaliste en Russie, mais qui, pour des raisons de sécurité, a préféré rester anonyme, puisque nous, on ne nous a pas accordé notre visa pour aller en Russie. Et c'est un reportage qui m'a beaucoup marqué, mais qu'on m'a pas du tout imposé. C'est plutôt l'inverse, pour lequel je me suis battue, et vraiment battue pour le réaliser. Et quelle est la raison de cette déportation? Quelle est la motivation des Russes? Je pense qu'il y a ce qui explique les Russes, c'est qu'il y a en tout cas, ce qu'on comprend dans la mentalité de Poutine, c'est qu'il y a une volonté profonde d'éradiquer l'identité ukrainienne, en fait, purement et tout simplement, et que ça passe par les générations futures, en fait. Mais c'est quelque chose qui est dur à expliquer, en fait, quand on est ici en Occident, mais que les Ukrainiens comprennent très bien. C'est vraiment une volonté d'éradiquer toute identité ukrainienne, parce qu'ils font un truc encore plus pervers une fois que ces enfants sont arrivés là-bas. Ils vont leur changer leur registre de naissance. C'est-à-dire qu'on va leur changer leur date de naissance, on va changer le lieu où ils sont nés, on va changer leur nom. Donc ces enfants, ils ne pourront jamais retrouver leur famille ukrainienne. Nous, on a filmé des enfants en Sibérie, une fratrie qui venait d'arriver dans une famille, et en fait, leur mère, elle n'est pas morte. Donc... mais plus tard, comment est-ce qu'ils vont faire pour la retrouver? Comment est-ce qu'ils... Ouais, moi, ça m'a... Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire un truc pareil? Et en plus, on parle de plus de 20 000 enfants. Hein. Enfin, c'est pas au bas mot. Ce sont les estimations, mais ça peut être plus. Enfin, c'est difficile de chiffrer tout cela. Mais est-ce qu'on a une idée de comment ces enfants sont traités? C'est extrêmement difficile. Non, déjà, on peut. Il y a différents. Il y en a qui sont envoyés dans des centres militaires pour les jeunes. Il y en a qui sont envoyés dans des familles d'accueil, qui sont adoptés. Donc on peut pas faire de généralité. Et comme je l'ai dit, c'est extrêmement difficile d'enquêter une fois qu'ils sont en Russie, en fait. Oui.
Donc, Est-ce que certains sont revenus, ont pu revenir? alors, il y en a quelques centaines qui ont pu revenir. Nous, on a notamment dans le documentaire que je t'invite à regarder, il y a une petite fille qui a pu retrouver ses parents. Et d'ailleurs, on en a plusieurs dans le documentaire qui ont pu retrouver leurs parents. Mais on parle de quelques centaines, en fait. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, il y a eu ce mandat d'arrêt international contre Poutine et contre la commissaire aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova. Et malheureusement, ce que nous expliquaient les quelques ONG qui essayaient d'aider pour ramener les enfants, c'est que maintenant, ces enfants sont devenus des témoins pour un éventuel procès devant la CPI, en fait, à cause de ce mandat d'arrêt international. Et ce qui fait qu'on a encore moins, que les autorités russes ont encore moins envie que ces enfants reviennent en fait en Ukraine, si ce sont de potentielles personnes qui peuvent témoigner après devant un tribunal. Donc ça a presque été un peu contre-productif ce mandat d'arrêt en fait. C'est évidemment que c'était nécessaire qu'il y ait un mandat d'arrêt, mais en même temps maintenant, voilà, le cas de ces enfants est encore plus problématique. C'est terrible. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, finalement, de cette déportation d'enfants, alors Non. que, quand même, c'est... Je trouve qu'il n'y a pas plus terrible que Non, d'arracher les enfants à ses parents. On n'en parle pas. Ben, il y en a, il y a quand même quelques articles dans Le Monde, il y a eu un autre documentaire sur Arte, mais pas beaucoup, en fait, pas plus que ça, et je suis entièrement d'accord, mais je ne vais pas lâcher ce sujet. Moi, j'ai envie de continuer à travailler sur ce sujet, en fait, qui me tient à cœur et que je trouve absolument révoltant aussi. Alors, où est-ce qu'on le trouve? Eh bien, on le trouve sur YouTube, si on tape Russie, enfant volé d'Ukraine. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est un sujet que j'ai réalisé pour Ligne Rouge sur BFM. D'accord. Et ce prix, qu'est-ce que ça représente toi C'est toujours... Je pense que j'ai eu beaucoup de moments de doute dans ma carrière. Quand j'ai démissionné de iTélécanal, quand il faut tout reprendre à zéro une fois en Inde. C'est un métier qui est souvent pas très bien payé. Donc parfois on s'interroge, enfin beaucoup en fait. On se dit, je me bats, mais j'ai l'impression de me battre vraiment contre un mur, quoi. Et donc quand on reçoit un prix, d'ailleurs on en a eu 3 pour ce reportage, je crois. On a eu un prix de Challenge Stratégie, on a eu un prix à Monte-Carlo, à un festival, et on a été 2e à Bayeux. Ça fait du bien en fait. On se dit, c'est au-delà de ça médiatise un peu plus le sujet du reportage. Comme tu l'as dit, c'est un sujet dont on n'a pas trop parlé. Donc quand il y a un prix, il y a quelques articles et on se repenche sur ce sujet. Ça sensibilise un peu plus sur cette déportation des enfants. Et en plus, ça remonte le moral des troupes, voilà, tout simplement. Oui, c'est une reconnaissance qui est loin d'être galvaudée. Ouais, c'est une reconnaissance et puis pour toute l'équipe, parce que moi je me rappelle, à Bayeux, j'ai pas pu y aller parce que j'étais en Israël juste après le 7 octobre en fait à ce moment-là, et donc je me suis battue pour qu'il y ait ma fixeuse ukrainienne qui soit au festival de Bayeux, et elle était ravie et ça lui a fait... voilà, c'était génial. C'est une reconnaissance pour toute l'équipe quand un documentaire est récompensé, quoi. Donc Là, tu parles de cette fixeuse, mais c'est une fixeuse de compétition que tu as quand même, non? Exactement, ouais, non, c'était vraiment une équipe. Et puis après, il y a aussi mon co-réalisateur Quentin Bollier. Enfin, tu vois, on était toute une équipe. Et ça fait... mais lui aussi, il était en Israël quand il y a eu Bayeux. On était... parce que malheureusement, une guerre en chasse une autre. Enfin, il y a beaucoup de conflits en ce moment, donc... Une guerre n'en chasse pas une autre. Une guerre se rajoute à l'autre. Ouais, voilà, exactement. Quels sont... donc là, tu parles de l'Israël, Palestine. Quels sont les sujets sur lesquels tu travailles aujourd'hui? J'ai beaucoup travaillé ces 2 dernières années sur le conflit israélo-palestinien. Donc je suis allée pas mal en Israël, en Cisjordanie, au Liban, et malheureusement pas dans Gaza, puisque comme vous le savez, on ne peut pas rentrer de manière indépendante dans Gaza. Donc moi,
Je trouve que rentrer en étant encadré par l'armée israélienne n'a pas, en tout cas moi, dans mon format de documentaire, n'a pas de sens, puisque moi, là, en ce moment, je réalise des documentaires où il n'y a pas de voix off. Donc, et voilà, donc c'est quelque chose d'assez terrible quand on est journaliste, de voir une tragédie qui se déroule sans la présence de journalistes internationaux. Il y a des journalistes sur place, il y a évidemment les journalistes gazaouis qui sont la cible de bombardements et d'attaques quotidiennement, qui risquent leur vie. Et donc en fait, pour couvrir le côté palestinien de Gaza, nous on a fait appel. On avait un jeune homme qui s'appelle Omar, qui nous a raconté son quotidien et qui l'année dernière est parti en Égypte, a décidé de tout abandonner avec sa famille. Et il n'y a pas longtemps, on a suivi une jeune femme qui en fait partait du sud de Gaza pour remonter au nord de Gaza, chez elle à Gaza City, et à qui on a demandé de filmer leur périple avec sa famille. Et en fait, ils sont partis pleins d'espoir du sud de Gaza pour arriver devant leur maison qui n'était qu'un tas de ruines. Et c'était... même en étant à distance, juste m'occuper de monter ces images et parler à ces gens qui sont là-bas, c'est extrêmement, extrêmement dur. Voilà. Quand tu rentres à Gérardmer, comment ça se passe? Quel est le regard de tes parents, de ta famille sur ton métier? Est-ce que tu en parles? Est-ce que tu n'en parles pas? Est-ce qu'ils comprennent ce que tu fais? Ou ce que tu vis à travers ce métier-là? Alors, je pense, j'ai l'impression que mes parents sont fiers, même si ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu une période où, quand j'ai arrêté la finance pour reprendre des études de journaliste, mon père m'a quand même dit enfin, tu te prends pour qui? C'est comme être intermittente du spectacle, c'est comme me dire que tu t'inscrivais au cours Florent et que tu rêvais d'être actrice. Enfin, il y a 3 grands reporters par rédaction, tu n'y arriveras pas. Voilà. Alors, je sais pas, le connaissant, si c'était une stratégie de psychologie inversée. Pour te provoquer. Pour me provoquer et me dire, va vraiment falloir que t'aies la niaque, comme ils disent si bien, pour y arriver. Le connaissant, c'est possible. Et après, non, après... connaissant ta résilience aussi, probablement. Voilà. Après, ils sont forcément très inquiets. Hein. Par exemple, là, je suis retournée au mois de janvier dans les tranchées en Ukraine. Et quand on est là-bas, on met son téléphone en mode avion. En janvier pour ne pas être repéré. Et je sais que là, mon père, une fois que je l'ai appelé, au bout de 24 heures, il m'a dit... Ça fait 24 heures que j'arrive plus à respirer, quoi. Écoute, c'est pénible quand même ton métier. Hein. Je me fais des cheveux blancs à chaque mission, quoi. Mais après, je pense qu'au fond, il est fier quand même. Certainement. Et ma mère aussi. Sans aucun doute. Et mon frère et ma grand-mère. Non, j'ai des fans dans ma famille. T'es soutenue? Oui. Ah oui, j'ai de la chance. J'ai une famille, une super famille. Quelle est ta vision? J'aimerais bien qu'on parle un peu de ta vision du journalisme, des médias, dans quelle direction on se dirige. Ouh là là. Oui, je sais. Vaste sujet. Oui, très vaste. De l'indépendance, de l'information. Alors moi, Tu l'as déjà évoqué. Hein, oui, bah moi c'est... En filigrane. L'indépendance est quelque chose qui me tient énormément à cœur, qui me tient tellement à cœur que lorsque j'ai compris que mon indépendance éditoriale pourrait être remise en cause lorsque tu étais chez Canal+, iTélé, a été racheté par Bolloré, j'ai fait le choix de démissionner. Pour moi, c'est quelque chose de tout de suite, t'as pas attendu? Non, je faisais partie des gens qui ont fait une grève immédiatement. En fait, quand on a compris que notre liberté éditoriale serait menacée, parce que qu'un nouvel homme d'affaires puissant rachète un média, c'est évidemment, voilà. Mais après, c'est la question de l'indépendance éditoriale qui est primordiale. Donc, aujourd'hui, moi, je m'estime très chanceuse. L'émission pour laquelle je travaille, qui s'appelle En Société sur France 5,
j'ai une liberté éditoriale qui est absolument géniale, formidable. Je trouve qu'il y a en plus, le reportage est complété par des débats avec des invités qui sont hyper intéressants, variés. Enfin, on a une équipe de programmation qui est absolument incroyable. Et sur France 5, enfin vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup d'émissions. Il y a C'est ce soir, il y a C'est politique, où il y a du débat, et du débat qui est construit. Des débats où il y a de la nuance. Et je trouve que la nuance, c'est vraiment un mot qui, en ce moment, dans les médias, manque cruellement. Avoir un débat construit et nuancé, sans se hurler dessus, on peut ne pas être d'accord. Mais il faut absolument qu'on continue en fait à échanger. Et on a vu sur beaucoup de plateaux de télé en ce moment alors ça fait le buzz, mais pour moi c'est pas du journalisme, quand les gens se hurlent dessus, quittent le plateau, etc. Et je trouve que sur cette chaîne, sur France 5, on essaye au maximum de ne pas faire ça, et ça fait du bien. Et parce que on est dans une période où le journalisme est plus que jamais remis en question. Et donc, nous, on se doit, de recouper nos sources. On n'a plus le droit, on n'a jamais vraiment eu le droit à l'erreur, mais là encore moins. Et en même temps, le journalisme, c'est plus important que jamais en ce moment, dans cette période politique extrêmement tendue à travers le monde. Je trouve que notre métier, il fait encore plus la différence en ce moment. Et il faut pas baisser les bras, Non, même si c'est dur. Oui. Tu me disais, avant qu'on allume le micro, que tu écoutais des podcasts plutôt d'infos. C'est ça, non ? Oui. Quel podcast tu pourrais recommander à nos auditeurs ? Hormis Tokyo Radio, bien entendu. Voilà, bien sûr, Tokyo Radio. Non, alors, dans les podcasts d'information, j'écoute quasiment tous les podcasts du New York Times. J'aime bien les podcasts de la BBC. Ouais, alors, je suis désolée, j'écoute beaucoup de podcasts en anglais. Et sinon, France Inter aussi, il y a quelques podcasts que j'adore. Et aussi celui dont je te parlais, Conversation avant la fin du monde, qui n'est pas un podcast d'actualité, c'est un podcast de Julia Layani, et c'est un podcast un peu comme le tien, où elle interviewe différentes personnalités d'horizons très différents, parce que parfois il faut savoir débrancher aussi. Et sans ligne éditoriale. Ouais. Merci. Avec beaucoup de liberté. Merci Philo pour le Conversation avant la fin du monde. Ça, je sais déjà que c'est un podcast qui me plaît. Je le connais pas, mais il va me plaire. Exactement. Parce que la liberté, c'est très important. La liberté, l'indépendance. Oui, voilà. Et puis pas toujours écouter que des trucs d'information. Il faut savoir débrancher parfois. Récemment, alors je vais en profiter, parce que là tu me tends une perche, je ne peux que la saisir. Récemment, très récemment, et plus régulièrement, on me dit, mais c'est quoi la ligne éditoriale de Tokyo Radio ? Et j'ai envie de répondre, mais il n'y en a pas. C'est mon cœur, donc c'est à géométrie variable. Et c'est surtout, c'est uniquement ce qui me plaît, quoi. Voilà. Donc c'est la culture, c'est la photographie, c'est beaucoup de choses. Et puis les médias, l'information, parce que je trouve que c'est important. Et de recevoir des journalistes et grands reporters qui créent l'information, c'est une chance. C'est même un privilège. C'est un privilège. Écoute, merci. Créer l'information, je trouve que avec autant de conviction et de liberté, la chance. Enfin, c'est une chance pour nous tous, pour la société. Et moi, j'aime beaucoup le concept de ton podcast, parce qu'en France, on veut toujours faire rentrer les choses et les gens dans des cases. Et parfois, les gens ne rentrent pas dans des cases. Et oui. Ni les podcasts. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Merci beaucoup, Philomène Rémy. Et Philomène Rémy. Attention, c'est très important. Zut. Pour ma grand-mère. Ah, ok. Merci beaucoup, Philomène Rémy. On va te suivre donc sur France 5. C'est quand ton émission ? Alors, la prochaine émission dans laquelle je serai, ça sera celle du dimanche 4 mai,
qui est censé être un best-of, mais on va aussi, dans cette émission spéciale, on va faire... je vais vous présenter une version longue d'un reportage que j'ai réalisé en Ukraine en janvier. Donc une version inédite de ce reportage dont on va parler en plateau avec Émilie Tranen-Guyenne. Donc ça, ce sera le dimanche 4 mai. On avait beaucoup parlé avec Charles Comiti de son séjour dans les tranchées. Oui, Charles est un grand habitué des tranchées. Oui. Il y va beaucoup aussi et j'admire le travail de Charles Comiti. Et particulièrement, il aime bien en hiver aussi. Oui, il adore, il adore ça, mais j'apprécie beaucoup le travail de Charles. Merci beaucoup, Philomène. Merci à toi, Boris. À bientôt. À bientôt, au revoir.